Bon, nous avons l'immense plaisir de recoller les morceaux des deux côtés de l'Atlantique entre deux traditions de pensée marxiste pas si différentes que ça, mais qui ont comme point commun effectivement de s'intéresser au marxisme dans toute son entièreté, de ne pas... Je crois que le point commun des deux philosophes qui vont parler, c'est qu'ils refusent un marxisme mutilé, un marxisme qu'on aurait délesté, je ne sais pas, par exemple, cette partie philosophique. Jamais, ni l'un ni l'autre n'ont pensé qu'il fallait, par exemple, apporter une philosophie au marxisme, comme pensait, par exemple, Bernstein, premier révisionniste de l'histoire, qui pensait que la philosophie néo-kantienne devait étayer le marxisme. Gabriel Roquil, professeur à l'université de Villanova, c'est la critique du marxisme occidental, c'est-à-dire, et après de ses conséquences, disons, de tout ce courant qui a consisté à acclimater en fait une certaine vision du marxisme plutôt culturaliste, détachée de toute sa vision du monde intégral, et notamment par exemple de la dialectique de la nature. La dialectique de la nature, Georges Gastaut a écrit un livre sur la question, il a écrit aussi Lumière commune, grand spécialiste de l'épistémologie marxiste, et donc Gabriel, lui, continue ce travail qui ressemble dans la lignée en fait, de la critique idéologique marxiste, qui est celle de l'idéologie allemande. On peut citer d'autres livres comme celui de Georg Lukács sur la destruction de la raison. Lui a continué avec disons, la lutte contre ce révisionnisme au sein du marxisme qui est le marxisme occidental, mais aussi par exemple la French Theory. Donc on a écrit un livre d'entretien sur la question. Et une des caractéristiques donc, de ce marxisme occidental, c'est pas simplement d'être un marxisme qui a lieu à l'Ouest, c'est un marxisme qui refuse, justement, qui pense que ou bien refuse la dialectique, ça va être par exemple des gens comme Althusser, mais ou alors sinon réduit la dialectique à simple anthropologie, c'est-à-dire à l'action de l'homme dans l'histoire. Vous allez par exemple de Kojève jusqu'à Sartre. Et en tout cas, il s'agit à chaque fois de nier une partie du marxisme qui a été la dialectique de la nature. Je rappelle que les travaux de Engels étaient approuvés par Marx, les travaux de Engels sur la dialectique de la nature. Donc, c'était l'occasion d'organiser cette rencontre, justement, de faire se rejoindre deux types de recherches. Donc peut-être, d'un point de vue un petit peu pédagogique, on commence par expliquer ce qu'est le révisionnisme. Alors, le problème, c'est que ce mot en français a plusieurs connotations. Et il y a un sens spécifique, c'est celui que nous utilisons aujourd'hui, c'est le sens spécifique au marxisme. Le révisionnisme, on pourrait définir que c'est un recul dans la théorie marxiste qui n'est pas... C'est un recul dans la théorie qui n'est pas imposé, par exemple, comme un recul stratégique. Le mouvement ouvrier peut décider de faire une retraite sur tel ou tel point sans abandonner les objectifs marxistes. C'est penser que le marxisme est incomplet, qu'il faut le modifier, qu'il faut lui adjoindre un autre cadre de réflexion, une autre manière de faire. Et donc on saura bientôt tout ça aussi parce que Gabriel Roquil devait publier un livre en français qui n'a pas pu paraître. Voilà, je ne comprends pas pourquoi, mais bientôt, donc ça l'a obligé à refaire tout un travail sur la question qui aboutit à une véritable trilogie. Donc d'une certaine manière, le révisionnisme naît dans une période de développement de l'impérialisme que va théoriser Lénine, et ce révisionnisme s'est particulièrement développé à l'époque de l'impérialisme. Alors il a changé de forme, et peut-être ça va être ma question. Comment vous envisagez le révisionnisme aujourd'hui, et comment, disons, lutter avec des outils marxistes contre lui? On va commencer peut-être par celui qui vient du plus loin, c'est Gabriel, et puis on passera à Georges. Tout d'abord, je tiens à remercier les cafés marxistes, et puis je voulais vous dire à quel point c'est un honneur et un plaisir de partager ce plateau avec Georges Gastaut et Aymeric Monville. Là, en ce qui concerne la question du révisionnisme, je dirais que le point de départ du révisionnisme, c'est l'impérialisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans la tradition marxiste sans situer cette tradition dans les rapports socio-économiques de l'impérialisme, c'est-à-dire la manière dont le monde a été structuré par le vol de la valeur du sur global au profit du nord global. Et c'est à partir de là que
les ouvriers, comme Lénine l'a très bien dit en s'appuyant sur Engels, les ouvriers en Europe constituent une espèce d'aristocratie ouvrière. C'est-à-dire qu'ils profitent finalement de manière directe ou indirecte de la colonisation et leurs conditions de travail et leurs conditions de vie sont supérieures aux ouvriers dans le sud global. Et c'est de la base socio-économique qui vient cette espèce de perversion idéologique qui consiste à dire que, bon, finalement, peut-être qu'on peut faire du marxisme ou de la révolution d'une manière différente que théorisée par Marx et Engels. Donc, on voit bien le lien entre la base socio-économique et l'idéologie. Il ne s'agit pas du tout d'un rapport mécanique ou simpliste ou un rapport réducteur, mais il faut reconnaître qu'il y a des conditions socio-économiques qui promeuvent une certaine façon de penser et d'agir dans le monde. Le révisionnisme critiqué par Lénine, c'est quand même un révisionnisme on parle du début du XXe siècle. Et c'est un révisionnisme qui était quand même axé sur le monde politique. Et il s'agissait d'intellectuels engagés dans des luttes militantes pour les ouvriers. Avec un virage social-démocrate, bien sûr, mais il y avait quand même des liens au parti politique et la visée de l'État. Lorsqu'on regarde l'histoire du révisionnisme dans le monde occidental, et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale et la prise de pouvoir en quelque sorte des États-Unis comme le pays qui mène la lutte des pays impérialistes dans le monde entier, on voit une espèce de perversion qui a radicalisé le révisionnisme en quelque sorte. Et c'est sur cette tradition-là que je travaille, et notamment le premier tome dans la trilogie que je suis en train de terminer, traite de l'école de Francfort. L'école de Francfort, c'est une école, probablement l'école marxiste la plus connue dans le monde occidental. Et ce qu'on voit chez les penseurs de l'école de Francfort, ce n'est plus un révisionnisme qui consiste à accepter une espèce de virage social-démocrate comme au début du siècle, mais ça va beaucoup plus loin, parce que là, on a affaire à des intellectuels qui sont ancrés dans des institutions de savoir bourgeoises, coupés plus ou moins complètement de la lutte des classes populaires et détachés des partis politiques, avec aucune visée du pouvoir de l'État. Et donc, dans l'école de Francfort, notamment la première génération de l'école de Francfort, on voit une espèce de radicalisation du révisionnisme qu'on pourrait résumer en disant que ces penseurs-là, je pense à Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse et bien d'autres. Et bon, évidemment, quand on parle du révisionnisme, après, on peut tout à fait entrer dans les détails et prendre chaque penseur et regarder les petites différences, etc. Donc là, je souligne tout simplement les tendances principales. Mais ce qu'on voit chez ces penseurs, c'est une espèce de révisionnisme qui va beaucoup plus loin parce qu'il s'agit d'une forme de marxisme qui est marxiste en théorie et anticommuniste en pratique. C'est l'essentiel. Donc, il s'agit de créer une espèce de marxisme qui est contre la transformation du monde parce qu'on préfère interpréter le monde. Là, à ce niveau-là, on pourrait dire que jusqu'alors, le mouvement ouvrier ou les marxistes ont tenté de changer le monde, mais maintenant, il faut plutôt l'interpréter de manière académique et universitaire. Donc, la deuxième chose que je voulais souligner, et après je vais passer la parole à Georges, c'est que il faut comprendre cette forme de révisionnisme universitaire, académique et assez pervers comme un projet transatlantique. L'école de Francfort n'existe pas sans les États-Unis et sans le passage transatlantique. Il s'agit d'une école fondée en Allemagne de l'Ouest, mais pendant la guerre, dans les années 30, ils se sont pour la plupart installés aux États-Unis. Et après, et bon, ça c'est toute une histoire, je serais content d'en parler justement de tous les détails de mes recherches, mais en gros, l'école de Francfort s'est intégrée dans le complexe militaro-industriel académique des États-Unis. J'entends par là tout le système de savoir
qui relie en fait le gouvernement, la classe capitaliste et les institutions du savoir. Pour juste vous donner un exemple, la plupart des penseurs de l'école de Francfort, pendant la guerre et après la guerre, ne travaillaient pas à l'université. Ils travaillaient pour l'état des sécurités nationales des États-Unis, notamment dans le OSS, qui était l'organisation qui a précédé à la CIA, le département d'État et les agences de propagande comme le Office of War Information, le Bureau d'information de guerre et d'autres. Donc, et c'était ce passage par Washington qui a ensuite lancé toute la réputation de l'école de Francfort dans l'après-guerre. Donc, ils ont eu des postes. Avant la guerre, ils étaient juste une petite communauté de penseurs qui étaient à New York. Ils publiaient en allemand. Ils étaient plus ou moins coupés du monde intellectuel anglophone. Mais après le passage par Washington, ils trouvent des postes à Harvard, à Stanford, à Columbia, à Brandeis et à d'autres universités, les universités les plus prestigieuses, parce qu'ils avaient passé la guerre à travailler avec d'autres intellectuels très renommés dans le contexte dans le gouvernement américain. Ils ont aussi rencontré, parce qu'ils travaillaient pour les services de renseignement, les gérants des grandes fondations, notamment la fondation Rockefeller, qui a soutenu tout le travail de l'école de Francfort aux États-Unis, et ensuite, lors de leur a soutenu cette école aussi lorsqu'il s'est réinstallé en Allemagne de l'Ouest. Donc bon, ça c'est juste un petit résumé, mais vous voyez bien que le révisionnisme qu'on voit sur le plan universitaire dans l'après-guerre dépasse de loin cette espèce de révisionnisme politique critiqué au début du siècle par Lénine. Bon, maintenant je vais peut-être passer la parole à Georges pour en parler un peu plus. Merci beaucoup Gabriel. Alors, tout l'honneur est pour moi de discuter avec vous tous, d'une part, et avec Gabriel et Émeric, qui ont fait un travail très important sur la French Theory, qui elle aussi est passée par les États-Unis pour nous revenir dans toute sa flamboyance, si l'on peut dire. Et donc il est très important, on a discuté tout à l'heure ensemble, à tous les trois, que se développe aussi la contre-attaque, si possible, à la même échelle, c'est-à-dire transatlantique, pourquoi pas, contre toutes ces manigances théoriques qui, évidemment, ont de graves conséquences politiques, comme vous pouvez vous en douter. Donc les enjeux vont très au-delà des questions, effectivement, purement théoriques et philosophiques. Nous ne pouvons pas faire abstraction du contexte dans lequel nous sommes actuellement, des dangers de guerre mondiale et ainsi de suite, de toutes ces choses graves qui nous tombent dessus et qui ont été préparées de longue main par toute une série de travail de désorganisation, de démolition, de, entre guillemets, déconstruction. Je ne veux pas salir ce mot, si l'on peut dire, mais il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là. Il faut quand même avoir en tête, en gros, la toile de fond globale. Alors, Gabriel l'a très bien posé, l'impérialisme est inséparable du révisionnisme, mais d'une façon peut-être encore plus générale, le fait que nous sommes depuis des décennies, depuis peut-être même déjà un bon siècle et demi, dans une phase historique où le capitalisme aurait déjà dû périr de sa belle mort et laisser la place au socialisme, ça n'a pas été le cas, et le capitalisme se survit en quelque sorte à lui-même. Et il est de plus en plus toxique pour l'humanité. Et pour arriver à se survivre et à produire toutes les toxines qu'il envoie sur l'ensemble de la planète, eh bien, il lui faut aussi des outils idéologiques, des outils théoriques, des outils de toutes sortes. Nous sommes là aussi pour intervenir à ce niveau-là, mais sans jamais perdre de vue que les enjeux dépassent infiniment les questions académiques, si l'on peut dire. Mais ça a été déjà très bien dit. Alors moi, ce que je voudrais dire pour me rapprocher de ce que je peux connaître un peu mieux de cette thématique, n'étant pas un spécialiste de l'école de Francfort ni de la French Theory, c'est que cette question effectivement du marxisme et du révisionnisme hante, disons, le mouvement communiste international depuis maintenant fort longtemps, depuis au minimum la fin du XIXe siècle, en prenant des formes de plus en plus radicales, de plus en plus aiguës, puisque le révisionnisme lui-même est de plus en plus, en quelque sorte, dégénéré, si l'on peut dire, ses rapports avec le marxisme étant de plus en plus distants et de plus en plus hostiles, en quelque sorte.
Alors il faut savoir quand même que si le révisionnisme a pu croître et embellir, ou plutôt croître et enlaidir, si l'on peut dire, c'est aussi parce qu'il y avait des bases à cela, et des bases qui n'étaient pas que politiques ou économiques. Il y avait également le fait que la théorie marxiste a été formulée dans certaines conditions, bien sûr que comme toute théorie, y compris comme toute théorie scientifique, elle a des limites qui sont spatiales et temporelles, et que donc il y a eu des formes, disons, de connaissances scientifiques qui ont pu beaucoup bouger par rapport à la période initiale. Et justement, il faut avoir en tête que le révisionnisme a toujours été extrêmement habile dans ses différentes variantes à se saisir de ces nouvelles formes pour démolir, pour détruire les contenus fondamentaux du marxisme, c'est-à-dire pour abandonner le noyau dur, en quelque sorte, du marxisme, ce qui signifie, à mon avis, bon, j'y reviendrai plus en détail, du point de vue philosophique, eh bien, le matérialisme dialectique, la dialectique de la nature, la théorie réaliste de la nature, de la connaissance aussi, la théorie réaliste. Il y a un réel et on peut le connaître, si je résume les choses très rapidement. Et puis, plus globalement encore, le matérialisme historique, avec la volonté de couper le marxisme de la lutte de classe, ce qui est quand même un comble, mais qui s'est fait quelquefois, puisque maintenant on a même des gens qui, salissant le nom de Gramsci, se servent de cette théorie, y compris pour l'instrumentaliser à des fins qui sont celles de l'extrême droite, ce qui est quand même un comble. Alors donc on a toujours eu cette tendance, disons, du révisionnisme à se saisir des formes neuves de la vie sociale, de la vie sociétale, de la vie scientifique, pour détruire le contenu même du marxisme. Tout de suite, je suis quand même amené à dire que c'est pas si simple que ça, bien sûr, parce qu'il y a une dialectique entre les formes et les contenus, entre les fondements et les formes elles-mêmes. Si les formes évoluent ou s'élargissent, ça signifie aussi que les contenus, que les principes, si vous voulez, doivent être reprécisés. Cette dialectique existe bel et bien, mais pour autant, dans le révisionnisme, elle est précisément détruite, parce que ce qui est mis en avant, c'est que la novation des formes doit signifier la ruine des contenus. Et donc là, il faut y être très attentif. Là, d'ailleurs, il faut aussi intervenir sur un fait qui est le suivant, c'est que le révisionnisme a quelquefois pu prendre appui sur le fait que dans le marxisme lui-même, une ossification dogmatique s'était produite. Parce que précisément, qu'est-ce que c'est que le dogmatisme à l'intérieur du marxisme? C'est de considérer que l'évolution des formes n'a pas grande importance, qu'il faut simplement réaffirmer à toute époque ce qui a déjà été affirmé une première fois, et donc traiter, pour finir, les textes marxistes comme des textes religieux, que l'on récite une fois pour toutes. On connaît des citations importantes et on les ressort à chaque occasion. Et à partir de là, il s'est trouvé donc des marxistes qui, voulant précisément, et ça c'était honorable de leur part, maintenir les orientations fondamentales, le contenu révolutionnaire, pour le dire en un mot, les orientations de classe du marxisme, en sont quelquefois arrivés à nier, à rejeter les formes nouvelles. Et par exemple dans le domaine scientifique, comme on l'a vu à une certaine période où des théoriciens du marxisme, par exemple en Union soviétique, mais en France aussi, en sont venus par exemple à rejeter la mécanique quantique, à rejeter la génétique mendélienne et ainsi de suite. Non pas à critiquer ses limites, ce qui est nécessaire, mais à la rejeter sur le contenu. Et ce dogmatisme a aidé en réalité le révisionnisme. Les deux fonctionnent ensemble, parce que si on ne prend pas en compte les formes nouvelles, évidemment, du coup, ces formes nouvelles, elles sont en quelque sorte captées par l'idéologie dominante bourgeoise, et cela au détriment du marxisme et du matérialisme lui-même. Et là, il y a une formule d'Engels qui me paraît très intéressante, parce qu'elle est précisément à la fois antidogmatique et anti-révisionniste. Cette formule d'Engels, c'est celle qui dit que à chaque découverte faisant époque, le matérialisme doit changer de forme. Alors, chaque découverte faisant époque, ça veut dire chaque fois que, par exemple, dans le domaine scientifique, il y a des grandes avancées, des bouleversements, des révolutions épistémologiques, qu'on découvre des choses radicalement nouvelles. Et là, cela signifie qu'effectivement, le matérialisme lui-même doit changer de forme. Mais de forme, ça ne veut pas dire de contenu, d'orientation, de principe, en quelque sorte. Donc, cette formule est à la fois antidogmatique, puisqu'elle nous dit bien qu'il faut que le matérialisme lui-même évolue quand les formes qu'il a à traiter évoluent, mais que pour autant, il ne doit pas évoluer dans le sens du révisionnisme, qui est celui justement du déni, en quelque sorte, de la négation au mauvais sens du terme, du rejet tout simplement
du socle du marxisme. Donc ça me paraît important de l'avoir en tête parce que, en fait, en gros, surtout depuis l'écroulement de l'Union soviétique, ou appelons-le comme on voudra, eh bien, on a eu d'une part, effectivement, des tentatives multiples de révisionnisme. Là, on n'a plus un révisionnisme, mais il y en a 1001, en quelque sorte, comme certains disent, 1001 marxisme. Souvent, moi je dis 1001 révisionnisme, et dans les 1001, vous ne trouverez même pas le marxisme, hein, en quelque sorte, ne serait-ce que comme une variante, quelque part. Et d'un autre côté, en face de cela, quelquefois, eh bien, la tentation peut exister chez les marxistes de dire, eh bien, ce qui compte, c'est de réaffirmer et d'en revenir à des formules stables, acquises, certaines, comme ça on est tranquille, en quelque sorte. Et là, on tombe dans le piège, parce que précisément, on est enclin à entrer dans cette partie de ping-pong extrêmement, disons, délétère entre le révisionnisme et le dogmatisme. Comment faire pour briser cette partie de ping-pong, pour sortir de cette partie de ping-pong? Alors, bien entendu, il nous faut contredire, en quelque sorte, objecter à toutes les formes de révisionnisme, et donc toute la polémique ici, toute l'analytique qui est développée, notamment par le livre d'Emeric et de Gabriel sur la French Theory, ou sur tout ce qui est fait par Gabriel sur l'école de Francfort, par exemple, est extrêmement utile. Il faut une polémique radicale ici, il faut se défendre, quoi, en quelque sorte, hein. Il faut répondre coup pour coup à toutes ces attaques, parce que tout de même, il y a quelque chose de marrant, je dirais même de psychanalytiquement intéressant dans ce fait que, si vous voulez, des centaines, ou peut-être des milliers de théoriciens dans le monde sont en quelque sorte payés par le système pour prouver que le marxisme est obsolète. Mais nom de nom, s'il était si obsolète que ça, on n'aurait pas besoin justement de payer sans arrêt des gens pour sortir des théories anti-marxistes sans cesse renouvelées, sachant que ces théories seront d'ailleurs enterrées du jour au lendemain, qu'il en faudra de nouvelles à leur place, et ainsi de suite. Quand on n'arrête pas d'enterrer quelqu'un, c'est qu'il est vivant. Hein, tout simplement. Bon, il y a ici quelque chose qui est une manière, en quelque sorte, de réaffirmer ce que l'on veut nier au moment même où on veut le détruire, en quelque sorte. Bon, ça c'est une première chose. Et puis après, il faut aussi un travail positif. Il faut aussi un travail concret, il faut aussi un travail... il ne faut pas simplement que les marxistes disent sans cesse, ou que certains d'entre eux disent, eh bien, il nous faut nous renouveler, il faut travailler, etc., etc. Je mets de côté justement les révisionnistes qui font semblant de faire du travail neuf, et qui ne le font pas précisément, qui ne travaillent pas la théorie, par exemple, de l'économie politique adaptée à notre époque, et ainsi de suite, mais dans le sens du marxisme. Ça serait extrêmement utile, il faut le faire. Mais donc, effectivement, je dis que le travail des marxistes doit être mené de façon positive sur toute une série de sujets, sur toute une série d'enjeux. Ce sont les enjeux proprement philosophiques, d'une part. Hein. Par exemple, il y a une page de Marx dans laquelle il explique qu'il faut absolument reprendre la logique hegelienne, la grande logique hegelienne, et qu'il faut en faire un exposé marxiste. Et Marx se promet de faire cet exposé marxiste. Malheureusement, il est mort avant d'avoir pu accomplir ce projet. Lénine a repris l'idée qu'il fallait produire une grande logique, non plus hegelienne et idéaliste, mais matérialiste. Il a commencé le travail, et puis après, il y a eu la révolution d'octobre, il a été un peu occupé à autre chose, et ça ne s'est pas fait. Puis d'autres marxistes ont dit qu'il fallait le faire, ils se sont transmis le flambeau étant, il faut le faire, mais personne n'a jamais commencé. Et donc, il faut quand même s'y mettre, pour finir, quitte à se tromper, quitte, comme c'est le cas tout le temps dans le domaine des sciences, à patauger, à avancer coup par coup, à se tromper, etc., mais à faire quelque chose, quoi, et à produire, réellement. Des marxistes qui ne produisent pas, c'est quand même un peu étrange, vous ne trouvez pas, par rapport à l'importance qu'ils donnent au mot de production. Il y a le domaine, effectivement, de ce que j'appelle par ailleurs l'ontologie diamatérialiste, l'ontologie matérialiste et dialectique. Il y a dans le domaine des sciences aujourd'hui vraiment des travaux extraordinaires. Nous vivons une époque absolument magnifique de ce point de vue-là. Alors qu'elle est si contre-révolutionnaire d'un point de vue politique, on peut quand même se raccrocher à ce progrès des Lumières qui est tel que nous avons aujourd'hui des connaissances toutes nouvelles, toutes intéressantes, toutes fraîches, par exemple sur l'histoire de l'univers. Hein, quand on a des télescopes orbitaux comme le JUST, hein, le JWST, qui est capable de photographier des galaxies qui se sont formées il y a 13 milliards d'années et plus. Bon, ça dit énormément de choses sur l'histoire de l'univers. Dans tous les domaines, on a ce genre de choses. Pendant de mon vivant, par exemple, l'homme a été capable de cartographier le génome humain. Bon,
c'est aussi important, si ce n'est plus, que d'avoir cartographié la géographie de la Terre à l'époque de Magellan et de ce qu'on a appelé les grandes découvertes par la suite, Amerigo Vespucci, etc. Hein. Bon, je ne développe pas, mais il y a ici tous ces éléments. Et c'est très important de les reprendre, de les développer sur nos bases matérialistes, sur nos bases dialectiques, dans une visée communiste, évidemment, et de ne pas laisser ce terrain de l'ontologie à l'adversaire. Sinon, ce terrain, il est occupé immédiatement par l'idéologie dominante, sous les formes les plus réactionnaires, les plus obscurantistes, avec le retour en force de toutes les idéologies messianistes qui vous annoncent la fin du monde prochaine, de préférence avec de jolis champignons nucléaires pour faire passer tout ça, et ainsi de suite, que ce soit en s'appuyant sur des textes bibliques, sur des textes coraniques, sur des textes évangéliques, soi-disant, enfin bref, peu importe. L'idéologie a horreur du vide. Si les marxistes ne font pas leur boulot, eh bien le boulot il est fait par d'autres. Hein. Et c'est pas parce que des marxistes vont dire l'ontologie, c'est pas bien, c'est idéaliste, que pour autant ce terrain-là va disparaître. Il est toujours là et il faut le labourer. Si on ne le laboure pas, on le laisse aux autres, en quelque sorte. Plus globalement, et je vais sur le point le plus important, après je me tairai, c'est qu'il faut, on a discuté encore à l'instant avec mes voisins de table, en quelque sorte, il faut aussi disputer à l'adversaire la grande question du sens de l'histoire, sens même de la nature quelque part. Est-ce que la nature dessine quelque chose qui pourrait être une sorte de fil conducteur, que l'on pourrait comprendre ou en tout cas dessiner, une sorte de grand récit, hein. Ou bien est-ce que, bon, il faut laisser toutes ces questions de côté, comme le dit le postmodernisme, qui est aussi un courant extrêmement anti-marxiste, effectivement, laisser tomber toute cette idée de sens qui est forcément religieuse, et si on la laisse tomber, ben, c'est pas qu'elle va disparaître, elle va simplement être accaparée par les religions, et notamment par les formes les plus dégénérées des religions, parce que je ne mettrai pas dans le même sac toutes les approches religieuses du sens. Il y a aussi des gens qui font du travail de ce côté-là, y compris du côté de certains croyants, hein, qu'il faut respecter à mon avis. Et donc, effectivement, ce sont ces grandes questions qui doivent se poser. Peu avant qu'il ne meure, on en parlait là encore il y a 5 minutes, le dernier dirigeant communiste de l'Union soviétique, qui était Yuri Andropov, disait que la bataille la plus importante à notre époque, c'était la bataille des idées. Parce qu'il fallait disputer à l'adversaire le sens même de la vie, de l'histoire, de la nature et ainsi de suite. Pourquoi? Eh bien parce que le capitalisme est tellement dégénéré, ça c'est un travail que j'ai pu faire de mon côté, qu'il est devenu carrément exterministe. C'est-à-dire que Lénine disait, vous le savez peut-être, que l'impérialisme était le stade suprême du capitalisme. Et moi je vais jusqu'à dire que l'exterminisme est devenu le sens suprême du capitalisme impérialiste. C'est-à-dire une radicalisation encore plus grave. Je l'entends par là que si le capitalisme n'est pas rapidement vaincu à l'échelle de l'histoire humaine, quelques dizaines d'années, bon, peut-être un peu plus, eh bien l'humanité risque tout simplement de périr, que ce soit à cause des guerres qui se profilent, ou tout simplement à cause du fait que le capitalisme est totalement incapable de gérer les questions écologiques, hein, tout simplement puisqu'il est régi par la loi du profit maximal. Bon, donc à partir de là, eh bien, il faut travailler aussi sur ces questions. Travailler sur, en particulier, la signification que pourrait avoir un socialisme de nouvelle génération, un socialisme communisme de nouvelle génération, qui assumerait non seulement les questions de la justice sociale, mais les questions aussi du sens, et notamment celle du maintien du vivant sur Terre, du maintien de l'humanité, avec toute une dimension ici anthropologique. Il y a tout un travail très important à faire, évidemment, de ce côté-là. Bon, nous l'avons entrepris, moi pas simplement à titre d'individu, mais avec mes camarades qui travaillent autour de la revue Étincelle, qui est associée aux travaux du Café marxiste, et qui font un gros travail sur ces questions de l'écologie, du féminisme, et toute une série de questions qu'il ne faut certainement pas abandonner à l'adversaire, mais qu'il faut travailler sur des bases de classe. Voilà, je termine là-dessus. J'ai l'impression en même temps vous parlez de deux mouvements parfois différents, c'est-à-dire que Gabriel montre à quel point on passe du marxisme occidental finalement à une forme d'anti-marxisme. Marxisme occidental, ce serait l'école de Francfort. La deuxième partie, ça serait un anti-hegelianisme généralisé, c'est la formule de Deleuze pour l'époque, et qui marque ce qu'on a appelé la French Theory. Après, la troisième partie de ta trilogie, ça sera une sorte de désordre infantile du radicalisme, où on peut vous jeter en pâture l'idée du communisme, mais qui n'a plus rien à voir avec le marxisme. Là, il y a une sorte de surenchère
dans la démarxisation, d'une certaine manière. Et même Georges a parlé à un moment d'antimarxisme. On parle de révisionnisme à l'intérieur du marxisme, et puis après on va jusqu'à l'antimarxisme. Et Georges a évoqué autre chose qui me semble là, on n'a pas à se faire les juges, mais ça me semble plus bénin. Mais en même temps, ça a des conséquences terribles, c'est qu'un certain nombre de marxistes se cantonnent à leur propre domaine d'études. Parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas un pic de la Mirandole, mais il ne s'agissait pas de tout savoir, personne ne peut posséder ce savoir, mais la philosophie, c'est la capacité quand même à mettre les conclusions, disons, mettre en commun la plupart des conclusions scientifiques qui ont été faites de votre temps. Et un certain nombre de marxistes reculent devant cette tâche. Et ça, c'est un double mouvement. Donc il y a ce que Gabriel a pointé au XXe siècle, disons l'offensive idéologique qui vient globalement de ce qu'on pourrait appeler la social-démocratie, c'est-à-dire des tendances de gauche très anticommunistes. Hein. Et en même temps, il y a une sorte de timidité qui a été... qui a reculé aussi par rapport à ça. C'est le fait de justement pas lutter suffisamment contre le révisionnisme, mais en même temps, il y a eu des périodes un petit peu difficiles. Je pense par exemple à l'affaire Lysenko. L'affaire Lysenko, où il y a un certain nombre de bêtises qui ont été dites, même si on caricature beaucoup de cette époque. Par exemple, Marcel Prenant, le biologiste du PCF, avait écrit des articles qui étaient beaucoup plus intelligents que la moyenne à l'époque. Évidemment que l'irrationalisme dans le système capitalisme s'exprime de manière outrancière dans bien des domaines. Hein. Mais à partir de là, un certain nombre de marxistes se sont cantonnés aux sciences humaines, ce qu'on a appelé les sciences humaines. Et je pense par exemple, moi, de ma formation, je donne un simple exemple, mais je lisais beaucoup Lucien Goldman, qui était un philosophe des années 60. Alors là, c'était parfait en termes d'approche marxiste et dialectique des phénomènes culturels. Et puis j'ai appris en lisant Gabriel qu'il faisait partie véritablement de l'offensive de l'époque. On voit vraiment toutes les sources de financement. C'est quelqu'un qui avait été extrêmement promu aux États-Unis parce qu'il avait un avantage sur tous les autres, c'est qu'il était pro-yougoslave et non pas pro-soviétique. Donc mais en même temps, voilà, le défaut aussi, c'était que voilà, ces questions épistémologiques n'étaient jamais abordées. Et moi, il m'a fallu attendre de lire tous les travaux de Georges sur ces épistémologie pour voir qu'en fait le marxisme devait aller sur ce terrain-là. Et comme le dit Georges, le problème de l'ontologie, si vous laissez l'ontologie à d'autres, c'est Heidegger qui rentre dans l'ontologie heideggerienne sur ou avec le Dasein perdu face à lui-même et l'être pour la mort. C'est tout un irrationalisme qui peut revenir, ou ça peut être une ontologie libérale, de penser qu'en fait les gens sont comme autant de monades dans le marché. Donc il me semble qu'on parle de deux choses, c'est compliqué à régler, c'est-à-dire à la fois une offensive très claire, et là j'aimerais bien parce que Gabriel on l'a peut-être pas entendu parler, mais que tu montres en fait toute une chronologie. Comment tu vois, tu l'as fait en 3 tomes, tout ce que tu avais à dire, parce que tu as tellement de travail, tu as tellement remué de choses, est-ce que tu vois une sorte de progression, comment ça se présente, enfin Georges a dit croître et en les dire, voilà comment ça se fait, et quelle est la part, peut-être, et ça sera après ma question pour Georges, quelle est la part justement de timidité de la part des marxistes plutôt que de la part plutôt que cette offensive idéologique. Enfin, comment est-ce qu'on peut essayer aussi de donner confiance aux marxistes pour retrouver ce caractère un peu encyclopédique et qui permettrait de faire que collectivement un certain nombre de travaux se réunissent. Voilà. Pardon, les questions un peu vagues, mais... Juste avant de répondre aux questions d'Aymeric, j'aimerais bien répondre sur quelques-uns des propos de Georges, parce que je trouve que c'est très important. La première chose, c'est que l'anti-révisionnisme, ce n'est pas le dogmatisme, c'est l'opposé. Donc, on tient à quoi si on est anti-révisionniste? Est-ce qu'on tient à des principes qui sont logés quelque part dans le ciel ou dans des textes sacrés? Non, on tient à des principes, mais des principes validés par la pratique, démontrés par l'histoire. Mais en même temps, et ça c'est absolument essentiel, les principes sont toujours liés à une analyse d'un monde en mouvement. Et donc, étant donné que le monde est toujours en train de changer, on est obligé d'innover. Donc, être contre le révisionnisme, c'est aussi être ouvert à l'innovation théorique et pratique. Mais, et c'est ça la grande différence, l'innovation vise pas du tout la valeur d'échange comme les marxistes occidentaux. Lorsqu'on dit innover, par exemple, moi j'ai fait mes études avec Badiou, Balibar, des gens comme ça, des marxistes occidentaux. Innover, pour eux, c'est créer un nouveau concept.
forger une nouvelle manière de penser. C'est complètement idéaliste. Et d'ailleurs, il faut être un peu imbu de soi-même pour dire que moi, tout seul, en tant qu'individu, je vais juste créer un nouveau concept qui va sauver le monde, faire bouger les choses, etc. Donc, quand on innove au nom de la valeur d'échange, on cherche tout simplement à faire avancer sa carrière intellectuelle en tant qu'intellectuel type bourgeois de l'Empire. Par contre, lorsque on est anti-révisionniste comme moi et Georges, je crois qu'on partage le même angle d'attaque, on innove au nom de la valeur d'usage. On cherche à comprendre le monde pour le transformer. Et donc, s'il y a un travail de conceptualisation, c'est toujours lié à la pratique et à la transformation du monde. Il ne s'agit pas tout simplement de se vanter, de créer un nouveau produit de consommation théorique pour le marché. Et donc là, c'est une différence fondamentale. Donc l'innovation, oui. L'innovation capitaliste, opportuniste, etc., non. Et ça m'amène à la question d'Emeric. Dans la trilogie que je suis en train de terminer, je fais une analyse en fait de l'industrie de la théorie impérialiste. Donc, la théorie telle qu'elle existe n'est pas découpée du monde capitaliste. Il s'agit d'une industrie, et une industrie où il y a une classe qui contrôle, qui possède et contrôle les moyens de production intellectuelle, de distribution et de consommation. Donc, dans la société capitaliste, que ce soit l'université, les maisons d'édition, les médias, etc., il y a un rapport de classe qui est tout à fait fondamental. Et malgré ce que l'idéologie bourgeoise nous enseigne, la haute théorie, la théorie par exemple des penseurs français les plus en vue dans le monde, ou la théorie de l'école de Francfort, cette haute théorie, comme l'art bourgeois, fonctionne quand même comme un produit de consommation au sein d'une industrie. Et donc il faut faire le même type d'analyse de ces industries qu'on a fait, par exemple, de l'art de masse ou de la pensée de la classe prolétarienne. Et dans la trilogie, ce que j'essaie de faire voir, c'est qu'en fait, il y a tout un système de production, de circulation et de consommation du savoir qui, en fait, est à l'œuvre derrière ce qu'on appelle les écoles de pensée. Donc, que ce soit l'école de Francfort, les penseurs de ce qu'on appelle en français même la French Theory, ou la pensée soi-disant critique d'aujourd'hui. Je pense à des auteurs comme Antonio Negri, comme Judith Butler, comme les penseurs les plus en vue dans le monde bourgeois. Les penseurs qui ont vendu leurs produits intellectuels de consommation de telle manière que la bourgeoisie a décidé, de manière directe ou indirecte, de les promouvoir. Ce qu'on voit dans les trois cas, c'est le résultat de tout un système qui, au niveau le plus haut sur le plan conceptuel, on pourrait dire, est l'appareil culturel de la superstructure impérialiste. L'appareil culturel, c'est tout le système de production, de circulation et de consommation, qui est une grande partie de ce que Marx a théorisé sous le nom de superstructure. L'autre partie, c'est l'État et l'ensemble politico-légal. Et c'est en faisant une analyse de cette totalité qu'on voit qu'il y a une guerre intellectuelle qui n'est pas uniquement menée par les intellectuels en tant qu'individus. Cette guerre-là est menée par la classe qui possède les moyens de production, de circulation et de consommation des idées. Et donc, pour aller à l'offensive, il ne faut pas tout simplement dire, j'ai publié par exemple un texte assez critique de quelqu'un qui s'appelle Slavoj Žižek, le bouffon du capitalisme. Mais Žižek, c'est un produit. Il n'a aucun intérêt en tant qu'intellectuel. Déjà, le niveau est très très bas et il essaie de se vendre. C'est tout ce qu'il essaie de faire. C'est un opportuniste pur, anticommuniste à fond d'ailleurs. Mais c'est un pur produit du système.
Et ce qu'il faut faire, à mon avis, ce n'est pas uniquement critiquer les individus. Il faut reconnaître que les individus qui ne réfléchissent pas de manière critique sur le système dans lequel ils se situent sont de simples produits de ce système. Donc le travail à faire, c'est de comprendre le système dans son ensemble et de voir que ce système, de façon inévitable, va créer et recréer des intellectuels comme Zizek. Donc maintenant, pas la guerre contre lui ou contre Butler ou contre d'autres. Il faut mener la guerre contre le système qui produit et continue à produire ce genre d'intellectuels. Et au nom de quoi? Au nom d'un autre système. Un système démocratique, socialiste, où les moyens de production, de distribution et de consommation des idées et de la culture seraient dans les mains du peuple et pas de la classe dirigeante. Parce que finalement, ça doit être ça, la visée. Et ce n'est pas un individu qui peut faire ça, c'est de façon collective qu'on peut, si tout se passe bien, arriver à prendre le pouvoir sur le plan intellectuel. Parce que c'est ce système-là qu'il faut maîtriser. Donc, il y a énormément de travail à faire, mais le travail théorique doit, de manière nécessaire, être lié à une tentative de recréer les conditions de production intellectuelle tout à fait démocratique, et c'est d'ailleurs pour ça que je salue tout le travail du café marxiste, hein, de Étincelle, c'est ce que je suis en train de faire moi-même avec l'atelier de théorie critique. Il nous faut des institutions, il nous faut des médias, il nous faut des maisons d'édition comme Delga, il nous faut tout ça. Parce que c'est justement par ce biais-là, c'est par le biais de ce système-là que la bourgeoisie mène une guerre intellectuelle terrible contre nous et contre nous tous. Effectivement, donc, les gens contre lesquels nous combattons n'ont pas d'autonomie, pas de réelle autonomie en tout cas, et même le fait qu'ils jouent à l'autonomie fait partie de la manière dont ils sont tenus en laisse, quelque part. Et donc, il faut ici en venir à une analyse de type matérialiste historique, hein, de cette production idéologique massive qui n'est pas prête de cesser. Et je dirais que la contrepartie, c'est que nous, intellectuels révolutionnaires, ou qui essayons de l'être, nous devons nous-mêmes nous lier organiquement à d'autres forces. Parce qu'évidemment, si nous nous contenterons de nous battre à titre individuel contre un système, nous serons écrasés, inaudibles, et nous risquons en outre de nous tromper beaucoup, hein, et d'avoir effectivement donc les mêmes travers que nos adversaires, parce que ce qui va nous dominer inconsciemment, c'est l'individualisme, c'est l'ego, c'est la vanité, ce sont des choses comme ça, la vanité d'auteur ou autres sous-produits de ce genre, qui sont effectivement extrêmement nocifs. Et donc, pour ce qui nous concerne, en tout cas, et en tout cas pour ce qui me concerne, je faisais référence tout à l'heure à la revue Étincelle, mais d'une façon plus générale, au travail organique qui peut être fait dans le cadre d'un mouvement, pour ma part, qui est celui de la reconstruction du Parti communiste dans le pays. Je pense que la tâche de reconstruction de la théorie marxiste est inséparable de la tâche de reconstruction organique d'un véritable Parti communiste, d'un lien organique avec la renaissance d'un syndicalisme de classe, par exemple. Et puis aussi, parce que Lénine y a beaucoup insisté, et avant lui Engels, d'une véritable alliance, en particulier avec les milieux scientifiques. Si par exemple, pour ma part, j'ai beaucoup insisté sur la renaissance de la dialectique de la nature, ce n'est pas seulement parce que c'est sans doute le secteur qui a été le plus attaqué, hein, le plus diabolisé et peut-être même le plus ridiculisé. Quelque part, encore pas si loin d'ici, des gens récemment voulaient me crucifier théoriquement en disant que si je défendais l'idée de dialectique de la nature, c'est que j'étais assez bête pour croire qu'il y avait une dialectique des cailloux, hein, quelque part. Eh bien, ils ne croyaient pas si bien dire. Ils ne croyaient pas si bien dire, parce que, bon, il se trouve que je connais un petit peu, enfin, je connais quelques personnes qui me sont proches, qui ont travaillé, par exemple, sur les comètes. Les comètes, c'est quoi si ce n'est des cailloux? Des cailloux qui, lorsqu'ils s'approchent suffisamment du Soleil et dans certaines conditions, finissent par s'allumer, en quelque sorte. Là, l'astéroïde, ce qui n'était qu'astéroïde, finit par devenir comète. Et dans d'autres conditions, eh bien, c'est la comète qui se transforme en astéroïde. Eh bien, c'est une dialectique des cailloux. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Et on peut aller plus loin. Et si le caillou
grossit suffisamment, il devient un planétoïde. S'il grossit encore un peu plus, il devient une planète. Et ça change son destin et sa façon d'agir sur l'environnement. Et si la planète passe une certaine taille critique, eh bien, des réactions nucléaires s'allument en son noyau et ça devient une étoile. Alors la dialectique des cailloux, ben, elle existe, elle est objective, et ce n'est pas une invention d'Engels quelque part ou d'un cerveau malade, de quelqu'un qui voudrait à tout prix dogmatiquement maintenir je ne sais quelle conception dépassée. C'est donc quelque chose de très important que de se lier aux scientifiques. Je me suis rendu compte après coup, d'ailleurs sans l'avoir voulu, que quand j'avais écrit mon bouquin sur les Lumières communes, parmi les multiples citations que j'ai données, la grande majorité des citations provenaient de revues scientifiques, et donc de textes portant sur la physique, la cosmologie, la biologie et ainsi de suite, beaucoup plus que de textes provenant de mes collègues de philosophie, en quelque sorte, qui sont davantage captés par, en gros, les conceptions idéalistes. Même si, effectivement, il y a aussi beaucoup d'idéalisme dans les revues scientifiques. Il ne faut pas croire que le matérialisme y est à l'état, comment dirais-je, natif. Lui-même doit être sans arrêt retravaillé, si l'on peut dire. Bon, quoi qu'il en soit, et pour finir sur tous ces sujets, il me semble qu'il y a du pain sur la planche et que ce qui se dessine aussi à travers ce type de rencontre, c'est un travail, comme il a été dit tout à l'heure, transatlantique, mais pourquoi seulement transatlantique? Il faudrait aussi qu'il soit transméditerranéen et qu'il soit, pour finir surtout, transpacifique et même pacifique tout court. Puisque on a le choix à notre époque entre l'ordre atlantique prédominant qui nous mène à la guerre ou un ordre non atlantique dégagé de l'atlantisme et qui pourrait nous mener vers une planète non pas atlantique mais pacifique, si on peut jouer un peu sur les mots désignant la mer sur notre globe. Peut-être une dernière petite chose, c'est qu'on a besoin en France aussi de l'appui d'intellectuels, disons, venus des États-Unis, parce que nous aussi, il faut qu'on fasse le trajet, l'aller-retour en quelque sorte, si l'on peut dire. Comme il se trouve que bien souvent, les théories, quelquefois produites en France ou à l'origine produites en France ou en Allemagne, comme ça a été dit tout à l'heure, ont dû être validées de l'autre côté de l'Atlantique, parce que tout simplement, le cœur, le noyau du système impérialiste mondial est pour l'instant aux États-Unis, comme il a pu être en Angleterre à une autre époque et ainsi de suite, eh bien, il est aussi important, disons, qu'on ait des appuis internationaux à ce niveau-là. C'est-à-dire que le travail théorique est par essence un travail international. Mais je trouve que c'est une très bonne perspective de parler à la fois de l'ancrage du marxisme dans le mouvement ouvrier, c'est vrai que le marxisme est né aussi du mouvement ouvrier, et de son rapport avec la science. C'est la rencontre entre les deux. Et en même temps, je l'oppose à ce que décrit très bien Gabriel, je crois qu'il faut en avoir conscience, c'est le complexe militaro-industriel académique. Académique au sens universitaire, hein, c'est comme ça qu'on pourrait aussi le traduire en français. Parce qu'il y a un certain nombre d'appareils idéologiques d'État, là je rends hommage à Althusser, après en avoir dit du mal, qui sont particulièrement anti-marxistes. Donc, mais je crois que justement, à partir du moment où il faut se méfier de ces appareils-là, comprendre de quelle manière c'est une manière aussi non seulement de détourner un certain nombre d'intelligence, mais surtout du temps de travail, parce que bien sûr qu'il faut lire tous les auteurs, surtout quand on est en philosophie par exemple, on dit surtout pas qu'il faut pas lire tel ou tel auteur, mais précisément si vous ne devez passer votre temps qu'à lire par exemple de la French Theory, parce que c'est simplement ça, c'est quelque chose qui vous donne une crédibilité dans votre milieu, vous perdez un temps précieux d'une certaine manière à pas faire ce travail avec les scientifiques. Donc voilà, je crois que c'est particulièrement, disons, un ancrage dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement des travailleurs, dans les luttes concrètes, et un dialogue avec les scientifiques qui doit se faire justement de manière peut-être là un peu déterritorialisée. Là, je fais du Deleuze, mais presque. Enfin, savoir que de toute façon, il n'y a plus de lieu de ce point de vue-là. La Sorbonne au Moyen-Âge, c'était quand même un grand lieu de censure. Enfin, aussi, faut dire des idées, ça pas non plus. On va pas réinventer la poudre, ça. Mais voilà, peut-être, Gabriel, j'aimerais bien t'entendre sur cette question. Comment est-ce que, y compris comment tu pratiques aussi ce travail international, parce que je vois que tu commences à devenir un point de repère, disons. Et oui, je précise aussi, la plupart du temps,
Ce lien transatlantique, je vois surtout beaucoup de trotskistes le faire parce que au sens où c'est la célébration constante de l'Occident, hein, parce que face à toutes les révolutions qui échouent, parce que c'est toujours à peu près ça. Alors pour une fois justement qu'on a un États-Unien avec lequel on est en profonde sympathie, voilà, c'est intéressant et ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Et le problème de la French Theory en était un. Et justement, si on dit bien French Theory en français, c'est parce que évidemment que ce n'est pas le tout de la théorie française, et on sait bien qu'on est un pays de guerre de religion, de lutte des classes, de révolution, de contre-révolution. On est un pays évidemment complexe, c'est pas une théorie française. Voilà. D'ailleurs, bon, tu as parlé ce matin sur une chaîne italienne, et je vais intervenir ce soir. Je pense que ça, je voudrais vous quitter un peu plus tôt. Et en Italie, ils appellent ça plutôt postmodernisme, même si c'est un peu plus compliqué. Ils post-structuralisme, on pourrait parler d'anti-égalianisme de gauche, mais malheureusement, en fait, cette French Theory, c'est-à-dire avec ce matériau de base français qui a été en fait une opération de la CIA, hein, très très clairement. Faudrait vraiment montrer à quel point tout ça a été étayé, hein, parce que c'est fou de voir à quel point ça a été soutenu, financé. Ça peut-être Gabriel pourrait le dire. Bon, c'est fou de voir à quel point donc cette théorie a essaimé dans le monde, en fait, est devenue un phénomène mondial. C'est pour ça qu'il faut aussi le résoudre. Là, voilà, là on voit vraiment une utilité pratique à cette internationalisation du savoir. Et bon, ce qu'on fait d'une certaine manière, c'est faire de dialoguer deux personnes sur un plan scientifique. Je crois que voilà, c'est ce que, comme disait Georges, voilà, l'ancrage dans le mouvement ouvrier et le dialogue entre les scientifiques. Mais par-delà ces institutions qui sont constamment gangrenées d'une certaine manière. Ah, il y a une autre question aussi que j'aimerais te poser aussi, Gabriel. Ce qui est fascinant, c'est que bon, tu montres clairement, tu situes Hugh Wilford et par exemple parce que ça a été étudié aussi par d'autres chercheurs qui disaient que la CIA était le plus grand mécène de l'histoire le Congrès pour la liberté de la culture était le plus grand mécène de l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que c'est surtout la période de guerre froide, à une époque où non seulement le communisme était très fort, mais aussi les États-Unis avaient un certain nombre de moyens. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir aujourd'hui, c'est comment tu vois dans son pays, notamment au moment où Donald Trump, pour des raisons de populisme de droite poujadiste, en fait, est en train de faire fermer un certain nombre d'institutions. Est-ce que c'est pas justement, est-ce que ça ne donne pas, je vais faire un anglicisme, une opportunité, enfin une occasion, voilà, on va pas faire un anglicisme, voilà. Bon, comme ça, je vous rends la parole. Bon, je crois qu'il faudrait commencer par dire que de même qu'il y a l'impérialisme, au sens économique du terme, de même il y a l'impérialisme intellectuel. Et si vous voulez comprendre pourquoi en Inde, en Argentine, enfin partout dans le monde, plus ou moins, même en Chine, il faut lire la théorie française. Lorsqu'on parle du marxisme, on parle de l'école de Francfort du marxisme occidental, et pas par exemple des travaux de Georges ou des travaux de Emmerich. C'est parce que derrière ce qui pousse tous les systèmes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cet appareil culturel du monde impérialiste, c'est aussi un projet de guerre idéologique mené sur la totalité de la planète. Et pour ça, lorsque on veut faire des études quelque part dans le monde, bon, à quelques exceptions près, heureusement, on a affaire à une espèce de endoctrinement qui est lié à une vision du monde complètement eurocentrique. Donc un autre problème, c'est que le marxisme occidental a jeté de l'ombre sur le marxisme du sort global, qui est quand même un marxisme très radical, extrêmement important et directement lié à des très nombreuses luttes anticoloniales. Et donc une partie du travail qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment d'apprendre de tout ce qui a été censuré, rejeté par l'appareil culturel impérialiste dirigé par les États-Unis. Je dirais d'ailleurs que dans l'évolution des choses, moi je passe de l'école de Francfort à la théorie française, à la pensée soi-disant radicale ou la pensée critique d'aujourd'hui. Il faut reconnaître que l'Europe, dans l'après-guerre, il y avait un phénomène que Arnaud Meyer, par exemple, a théorisé sous le concept de la persistance de l'ancien régime. Donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la culture européenne, de l'Europe de l'Ouest, avait encore une certaine valeur énorme dans le monde de la culture, des idées et de l'art. Mais l'objectif
de la part des Américains, c'était à la fois de récupérer cette valeur, mais finalement de transformer le centre de l'Empire de l'Europe de l'Ouest aux États-Unis, de déplacer le centre culturel de Paris à New York, pour faire simple. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, il faut avouer qu'ils ont plus ou moins réussi. C'est-à-dire que les penseurs les plus en vue aujourd'hui sont les penseurs qui font leur carrière aux États-Unis. La pensée française d'aujourd'hui, enfin les grands penseurs qui restent de cette tradition-là, ils font leur carrière aux États-Unis, mais la prochaine génération, ce sont des penseurs qui viennent du monde entier. Parce qu'il y a aussi un autre projet une dimension assez néfaste de ce projet, c'est que l'Empire traite de présenter l'Empire comme si c'était les victimes historiques de l'impérialisme qui géraient l'Empire. Ça, c'est toute la politique de l'identité. Donc aujourd'hui, par exemple, au lieu d'avoir Derrida, on a Spivak. Au lieu d'avoir Deleuze, on a Mignolo. On a des penseurs qui viennent du monde entier, souvent d'ailleurs de couches qui ne sont pas populaires, pour le dire gentiment, et qui font leur carrière aux États-Unis et qui donnent un visage multiculturel à la théorie française. Et ça, c'est le projet impérialiste actuel, en quelque sorte. Mais bon, pour en venir à l'essentiel de ta question sur la CIA et son rôle, c'est important de reconnaître, parce que dès que... Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur la CIA, des recherches d'archives, et souvent, on pense tout de suite qu'il y a une espèce de complot et qu'il y a quelques agents de la CIA qui sont arrivés à Paris avec plein de fric, ils ont embauché des intellectuels pour publier n'importe quoi. Ça marche pas comme ça. Parfois, il y a des intellectuels qui sont engagés de manière plus ou moins directe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour des agences comme la CIA, il s'agissait beaucoup plus de prendre le contrôle du système de production, de circulation et de consommation du savoir que des intellectuels en tant qu'individus. Et c'est pour ça qu'ils ont fondé, par exemple, le Congrès pour la liberté de la culture, qui était... c'était gigantesque. Ils avaient des bureaux dans 35 pays dans le monde. Ils dirigeaient les revues intellectuelles les plus importantes en Europe et partout dans le monde. En espagnol, il y en avait en Italie, il y en avait en Inde, etc. Et il y en a d'ailleurs qui existent toujours, jusque ces jours. Et ils travaillaient, la CIA, avec la Fondation Ford et avec la Fondation Rockefeller. D'accord ? Donc, ils travaillaient tous ensemble pour faire quoi ? Pour promouvoir la liberté de la culture. Donc, on voit à quel point c'est pervers, ce projet. Au nom de la liberté de la culture, on propose une culture complètement contrôlée par les gérants de la classe capitaliste. C'est ça la liberté de la culture sous le capitalisme. C'est tout à fait ça. Donc, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut voir aussi qu'il y a une espèce d'inertie de toute l'architecture de l'après-guerre qui continue. Pourquoi Judith Butler, Béatrice Spivak, Mignolo sont les plus en vue en tant qu'intellectuels aujourd'hui? Parce qu'ils ont continué la même tradition que Derrida, que Lévinas et d'autres. Il y a une continuité de fond entre les intellectuels opportunistes de cette génération et de la génération précédente. Ils regardent les intellectuels plus avancés dans leur carrière et ils se disent comment faire pour devenir une star dans le monde d'aujourd'hui. Il faut être anticommuniste, ça c'est le point de départ. Et après, il faut une pratique théorique qui vise, comme je disais tout à l'heure, la valeur d'échange. Il faut de nouveaux produits de consommation pour le marché. Et donc, là, je crois que, pour terminer sur ces points, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que le système mis en place pendant la guerre froide est en très bonne santé. C'est juste que ça fonctionne d'une autre manière. Hier, c'était Ford et Rockefeller. Aujourd'hui, il faut regarder la fondation Mellon, qui est, on en a parlé l'autre jour, la fondation Mellon donne énormément d'argent à des penseurs comme Judith Butler
et à la campagne présidentielle de Trump, plus que Elon Musk. Là, on voit quand même qu'il cherche à... Enfin, au départ, il cherchait à établir, et maintenant, il cherche à continuer et à soutenir ce qu'ils appellent la gauche compatible. C'est-à-dire la gauche, certes, radicale, la gauche qui résiste, la gauche qui est toujours bien pensante, mais la gauche qui est compatible avec quoi? Avec les intérêts de la classe capitaliste et donc de l'impérialisme. Et certes, il peut y avoir parfois des petites résistances, comme Judith Butler sur la question de la Palestine, une petite résistance. Mais je ne connais aucun intellectuel qui aujourd'hui est en vue, comme Butler, Balibar, Badiou, Zizek, etc., qui défendent par exemple le socialisme réellement existant dans ce monde-ci. Peut-être, bon, il y a des petits exemples, des petites exceptions comme Badiou avec la révolution culturelle, mais ça s'explique, parce que c'est la révolution dans la révolution, c'est la révolution contre le parti et contre l'État. Mais la Chine d'aujourd'hui, hors des questions. Zizek dit explicitement que c'est un pays fasciste, alors qu'il soutient l'Ukraine et la guerre impérialiste menée contre la Russie en Ukraine. Donc, là, on voit très clairement une inversion idéologique pure et nette. Les antifascistes sont les fascistes, et les fascistes sont démocratiques. Ce qui, comme par hasard, marche très bien avec la logique du département d'État des États-Unis. Et donc, c'est pas étonnant que ce soit les intellectuels. Il faut les appeler, il faut voir ce qu'ils sont. Ce sont des intellectuels impérialistes, au sens où ils sont promus par l'Empire, et pas toujours, mais de manière quasi systématique, ils sont contre la lutte véritable contre l'impérialisme. Et donc voilà, ils sont bien placés, ils ont fait leur travail, en quelque sorte. Pardon, il fait tellement chaud que je m'excite un peu là, j'espère que ça va. Oui, tout ça est non seulement juste, mais brillant. Et je pense qu'effectivement, nous devons partir de ce qui vient d'être dit pour voir quels sont en France en particulier, quels sont les appareils idéologiques d'État et leur fonctionnement actuel. Et je dirais que, pour nuancer un peu le propos que je tenais tout à l'heure, qui était internationaliste, il faut aussi que dans chaque pays, compte tenu de ce projet globalitaire qui vise la totalité de la planète, il faut aussi savoir défendre ce qui provient de notre propre histoire. Et donc éviter tout à la fois le piège d'un repli national, ça, inutile de le dire, mais aussi celui d'une sorte d'autodénigrement permanent de ce que j'appelle l'autophobie nationale. Ce que je veux dire, c'est que, bon, dans un pays comme la France, par exemple, la production intellectuelle n'a jamais totalement échappé, et loin s'en faut, d'abord à la classe féodale, puis à la classe bourgeoise. Mais malgré tout cela, à travers les luttes des philosophes des Lumières, de la Révolution française, les luttes pour la laïcité au XIXe siècle, les luttes du mouvement ouvrier, la Commune de Paris par exemple, et surtout après la guerre, le travail énorme qui a pu être fait par le Parti communiste français, avec par exemple des choses aussi immenses que la publication pendant l'occupation du journal Les Lettres françaises, édité par des gens comme Louis Aragon, Claude Morgan et quelques autres. Eh bien, évidemment, il y avait des moyens de résister, en quelque sorte. Il y avait bien une idéologie dominante, mais elle n'était pas, en quelque sorte, totalisante. Elle ne prenait pas tout. Il y avait quelque chose qui pouvait tenir ici ou là. Il est faux que le marxisme n'ait jamais été hégémonique en France, comme ça se dit un petit peu partout, pour que ceux qui combattent le marxisme se donnent des airs de résistants, en inventant une domination du marxisme sur l'idéologie française qui, donc, je le répète, n'a jamais existé. Mais, eh bien, par exemple, le PCF éditait la Nouvelle Critique, il éditait La Pensée, il éditait toute une série de revues économiques, historiques, les cahiers de l'Institut Maurice Thorez, et ainsi de suite, et tout cela donnait des points d'appui pour tenir bon, en quelque sorte. C'est ce que nous essayons, à l'heure actuelle, de reconstituer. Je pense que d'ailleurs les cafés marxistes se situent dans cette perspective générale de reconstituer non seulement la pensée marxiste, mais les bases, le socle matériel de la pensée marxiste. Et je suis content de voir qu'effectivement, ces cafés marxistes qui au début
étaient relativement confidentielles deviennent de plus en plus connues dans le pays, aussi grâce à la vidéo et aux moyens modernes dont nous disposons. Ça, c'est une chose quand même extrêmement importante. Par exemple, si vous voulez, dans ce pays, ce qui vise à détruire le socle même de la pensée critique, c'est toutes les attaques qui sont menées en permanence par l'oligarchie française post-nationale. Quand je dis qu'elle est post-nationale, c'est que je veux dire que les gens qui sont au pouvoir, les gens comme Macron, même comme Sarkozy ou Hollande avant, etc., s'acharnent à détruire tout ce qui peut subsister de l'existence comment dirais-je, du socle, en quelque sorte national, de la pensée. C'est-à-dire, par exemple, pour la science, le CNRS. Pour l'université, eh bien, les fonctionnements de type classique qui étaient ceux de l'université française, qui étaient loin d'être extraordinaires, hein, mais bon, qui relevaient tout de même de pratiques académiques bien établies, etc., et qui n'étaient pas directement branchés sur le secteur marchand. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour devenir quelqu'un de connu du point de vue universitaire, par exemple en histoire, en économie ou ailleurs, il faut d'abord être quelqu'un de médiatisé. Il faut être le monsieur science, ou le monsieur économie, ou le monsieur ou la madame histoire de France Culture, de France Musique, ou je ne sais trop quoi, en quelque sorte. Donc il faut défendre aussi ce socle qui existe, et qui a été mis en place tout simplement par nos luttes, et notamment par les luttes de nos anciens, autour de la résistance. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en France, le CNRS, le CEA, et ainsi de suite, ont été largement mis en place par Joliot-Curie, qui était un résistant communiste. Que, par exemple, effectivement, donc, l'éducation nationale a bénéficié en 1945 du travail de Henri Wallon, hein, qui était un grand penseur marxiste de la psychologie, en particulier, qui a été le premier ministre de l'éducation nationale post-Vichy, en quelque sorte, et ainsi de suite. Et donc, c'est bien bête de la part de tant de nos intellectuels de gauche dans le pays, qui marchent à fond sans s'en rendre compte dans le projet globalitaire mondial, effectivement, de l'adversaire, que de dire « oh, tout ça, ça n'a pas d'intérêt, tout ça, ça a un intérêt purement local ». Eh bien oui, mais si ce qui est local permet de résister à un moment donné à un projet globalitaire, il faut prendre appui sur lui. Je ne dis pas qu'il faut s'y limiter, puisque tout à l'heure je disais qu'il fallait aussi développer la théorie, les recherches, etc. à l'échelle internationale. L'un n'empêche pas l'autre. Nous sommes dialecticiens, nous n'opposons pas des choses aussi complémentaires, en quelque sorte. Je voudrais dire aussi un mot sur la question de la langue. Moi, j'ai toujours lutté pour la défense de la langue française contre le tout anglais. Non pas contre l'anglais, bien sûr, ça n'a pas de sens d'ailleurs, mais contre le tout anglais, c'est-à-dire contre le projet totalitaire d'imposer peu à peu une langue unique dans le monde, parce que ce projet, qui détruit toute, en quelque sorte, toute diversité à l'échelle internationale, que ce soit dans le domaine de l'art, que ce soit dans le domaine de la science, que ce soit dans le domaine de la philosophie, et ainsi de suite, est extrêmement négatif, d'abord d'un point de vue anthropologique, parce que la culture humaine s'est tout de même fondée sur la diversité, hein, quelque part, et que donc la réduction de cette diversité peut être quelque chose de dramatique à terme, et deuxièmement aussi parce que ça signifie que pour être validé quelque part, il faut d'abord publier directement en anglais, et qu'à partir de là, la segmentation des différentes écoles n'existe plus, l'école japonaise, l'école française, l'école de je ne sais quoi, par exemple en mathématiques. Hein, vous avez un grand penseur des mathématiques, un grand non seulement mathématicien, mais penseur des mathématiques comme Laurent Lafforgue, qui par exemple explique que c'est quand même dramatique que l'école soviétique, enfin l'ex-école soviétique de mathématiques, ait finalement disparu, non seulement parce qu'il y a eu la contre-révolution en URSS, mais parce qu'il y a eu aussi la liquidation de la langue russe en tant que support de la publication en mathématiques, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi utiliser l'anglais à tous les niveaux où c'est pertinent, mais ça signifie qu'il ne faut pas l'utiliser en première instance en déracinant les langues nationales, l'italien, le polonais, le français, tout ce que vous voudrez. Et en disant cela, je ne milite pas pour le tout français. Je milite contre tout ce qui est globalitaire et qui va dans le sens de cette espèce d'empire dont il a été question tout à l'heure. Je crois que c'est important de bien le voir aussi sur un autre plan. C'est la question, par exemple, de cette production des concepts dont on nous parlait tout à l'heure. Quelqu'un comme Deleuze, par exemple, hein, a fini par expliquer que la philosophie, c'était ce qui produisait des concepts. Qu'un philosophe, c'était quelqu'un qui produisait de nouveaux concepts. Et donc, du même coup, effectivement, ce qui est perdu tout à fait là-dedans, c'est tout simplement le rapport fondateur en philosophie à la vérité, à la question de la vérité. Je me fiche de produire des nouveaux concepts s'ils sont faux.
Je préfère un concept ancien et qui tient la route parce qu'il correspond à la réalité d'une façon ou d'une autre, à un concept nouveau qui, certes, va me faire vendre parce que je vais créer la petite valeur ajoutée qui permettra de faire la différence sur le marché et de capter l'intérêt donc des médias en particulier, puisque c'est eux qui, pour finir, vont trier entre les philosophes intéressants ou ceux qui ne le sont pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser des concepts qui peuvent correspondre effectivement à l'état des sciences et à la possibilité de refléter le réel dans son mouvement et donc d'agir sur lui. Voilà, donc de ce côté-là, c'est même une destruction du projet philosophique qui est derrière tout cela. Dans l'Antiquité grecque, les philosophes, alors idéalistes ou pas, mais enfin peu importe, les philosophes se sont classiquement opposés aux sophistes, qui effectivement étaient de grands créateurs d'amusettes logiques de toutes sortes, hein, mais qui effectivement ne cherchaient pas du tout à s'ancrer dans la vérité, pour qui d'ailleurs ce rapport à la vérité n'avait guère de sens. Hein. Des gens comme Protagoras par exemple, qui disait que à chacun sa vérité en quelque sorte, et que il n'y a pas de vérité universelle. Et les philosophes, même des gens comme Platon, comme Socrate, etc., qui sont par ailleurs des idéalistes, défendaient au contraire ce rapport fondateur de la philosophie à l'exigence de vérité. Et dans un sens, ils étaient plus démocrates, tout aristocrate qu'ils se crussent, si je puis utiliser ce subjonctif légèrement prétentieux, voilà. Ils étaient plus démocrates en ce sens, parce que la vérité, il n'y a rien de plus démocratique que ça, hein, on la partage, enfin je veux dire, si vous voulez, moi quand j'étais professeur dans l'éducation nationale, dans le second degré en particulier, j'utilisais assez classiquement en classe un texte du Ménon de Platon, dans lequel effectivement Socrate démontre que un esclave, si on le guide un peu de façon intelligente, va redécouvrir au moins pour une part le théorème de Pythagore. Hein. Et donc l'esclave va retrouver la démonstration en quelque sorte, et va faire la preuve de l'existence d'une universalité de la raison. Alors que le maître avec lequel dialoguait auparavant Socrate va se planter d'emblée, parce que lui, il ne va pas chercher à voir si c'est juste ou si c'est faux, si ça passe ou si ça ne passe pas, en quelque sorte. Il va juste chercher à dire ce qui le rend brillant dans la conversation à un moment ou à un autre. Il va chercher à rester maître, en quelque sorte, de la vérité, comme si la vérité pouvait avoir un maître, en quelque sorte, alors que derrière la vérité, il y a tout simplement notre rapport à la réalité qui, elle, se fiche bien de ce que nous pensons d'elle, en quelque sorte. Donc je crois que tout ça est à travailler. Et la dernière des choses que je voudrais dire, c'est vraiment que ce travail commun, nous devons le mener sur toute une série de sujets, la dialectique de la nature, dont il faut montrer tout l'intérêt pour notre époque, mais également donc le matérialisme historique qu'il nous faut penser d'une façon tout à fait libre, ouverte, large, hein, sans tomber dans ce qu'on appelle l'économisme. Le matérialisme historique, ce n'est pas simplement l'idée que le mode de production dirige tout, les idées ne comptent pas, les conceptions du monde ne comptent pas, etc. C'est jamais ça qu'a dit Marx, bien évidemment, mais simplement que les conceptions du monde et les différentes variantes de la pensée philosophique, il fallait en retrouver l'ancrage réel, l'ancrage dans les dynamiques politiques, socio-économiques et ainsi de suite. Ça ne signifie pas que ça ne compte pas, puisque précisément ces dynamiques politiques elles-mêmes ont besoin de passer par l'intermédiaire des luttes de sens, des luttes de conception du monde, etc., pour devenir efficaces et pour agir sur l'histoire. Donc tout ça, c'est un travail qu'il faut mener, qui est devant nous, et il faut le mener sans, une fois encore, avoir peur de se tromper, en y allant franchement et en commençant. Parce que la meilleure façon d'apprendre à forger, la meilleure façon de devenir forgeron, c'est de forger, comme chacun sait. Je crois que tout le monde aura compris aussi d'une certaine manière qu'il faut se départir du marché tel qu'il est en nous aussi, qui fait qu'à chaque fois qu'on a un penseur, il faudrait faire comme Deleuze, produire des concepts, et toujours cette confusion qui est typique du libéralisme, c'est toujours confondre la nouveauté et l'innovation. Et le problème, c'est on se sent toujours obligé de dire il n'y a pas que les classiques du marxisme. Le marxisme, c'est aussi l'analyse des concepts concrets, l'analyse concrète d'une situation concrète, et qu'il faut le faire aussi. Et aussi, des fois, relire les classiques fait aussi beaucoup de bien, tout simplement, parce que des fois, ces nouveautés ne sont pas des innovations face à... Et on en parle avec Gabriel, par exemple, Zizek, Badiou, on vous reproduit du socialisme utopique. Ça fait du bien de savoir ce qu'ont dit les classiques du marxisme sur le socialisme utopique. À chaque fois, il faut toujours faire ce travail. Et j'ai beaucoup aimé ce que dit Georges sur la production de concepts. Si ça devient une obligation technique, finalement, quelle meilleure preuve de l'aliénation de Deleuze lui-même, qui se prétendait anticapitaliste.
On a l'impression que il faut produire comme on est à l'usine. Voilà, l'exploitation, ça ne cesse pas. Il faut produire, il faut monter un nouveau concept. Et en fait, c'est des concepts, c'est quasiment des concepts publicitaires. C'est des jingles. Au bout d'un moment, ça devient ça. Et hier, on parlait du nombre de mots pour dire différence. Finalement, dans toute la French Theory, il fallait toujours montrer la différence parce que contre la mêmeté, contre le totalitarisme, toujours affirmer la différence, comme si la dialectique ne pouvait pas prévoir la différence. Justement, elle ne fait que ça, justement, et des synthèses, des différences, des synthèses, des différences. Et merci pour votre attention, on les remercie tous les deux.